avec ce vin dont certains disent qu'il n'en est pas, mais en tout cas c'est l'occasion de trinquer, de se retrouver et de pouvoir discuter. Vous avez bien compris qu'au-delà de se retrouver, l'objectif est surtout de discuter. Discuter entre nous, entre gens bien, entre gens de bonne compagnie, entre gens fréquentables. Ce n'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui, ce soir, ici, c'est le cas. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette soirée. On n'est pas loin d'une centaine de personnes. On a décidé cette réunion assez tardivement. Finalement, on s'aperçoit que le bouche à oreille, un peu les réseaux sociaux aussi, ça sert. Et aujourd'hui, on peut dire que la réussite est au rendez-vous, puisque plus nombreux, on aurait été obligé de pousser les murs, ouvrir les baies vitrées ou s'installer sur la promenade des Anglais. Mais le temps ne s'y prête pas souvent, pas trop ce soir. Je ne vais pas être très long, puisque après moi vient celui qui est celui que vous attendez, le président d'honneur, l'ancien maire de Nice, mon ami et mon confrère, Jacques Perrat. Mais avant de lui passer la parole, puisque forcément il attend avec une impatience non dissimulée, je voudrais vous dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, si on est aujourd'hui réunis, c'est avant tout parce qu'on partage un certain nombre d'idées, on partage un certain nombre de valeurs et on partage sans doute un objectif commun. Cet objectif commun, c'est à l'évidence d'essayer de rassembler dans un panel qui permet de regrouper des gens bien et qui permettra à ce regroupement de pouvoir envisager l'avenir. L'avenir, vous l'avez compris, c'est naturellement de s'organiser pour évincer celui qui aujourd'hui occupe l'hôtel de ville, ce cancer qui gangrène la ville de Nice, la métropole, qui dépense à tort et à travers et qui gaspille ce qui aujourd'hui est notre argent, l'argent des contribuables, les deniers publics. On voit bien que c'est une personne qui n'a jamais travaillé, on voit bien que c'est une personne qui n'a jamais gagné l'argent avec la sueur de son front. Aujourd'hui, cette personne prédestine au sein de cette ville. 2020 sera un rendez-vous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de préparer en amont ce futur rendez-vous avec toutes les bonnes volontés, avec toutes les personnes bien pensantes et avec tous ceux qui ont cette énergie de vouloir un changement à Nice, mais un changement dans le bon sens à Nice. Je vous remercie, je ne voudrais pas être davantage plus long, puisque l'objectif, c'est aussi d'écouter Jacques Perrat. Merci. J'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous voulez boire tout de suite ou est-ce que vous attendez que je vous dise quelques mots pendant à peu près une demi-heure? Bon, vous avez choisi que je parle pendant une heure. Merci. Alors, je voudrais d'abord, et avant toute chose, saluer en vrac comme cela la présence d'abord d'anciens élus de ma liste. Je pense à Jean-Claude Marie, je pense à
À notre ami Kossoff, à laquelle je dois de m'être rendu à Saint-Pétersbourg. Je salue Fernand Garcia, je salue André Trucchi qui est, je crois, du Var ou des Bouches-du-Rhône. Je salue Jean-Pierre Gost qui a été de la première heure et conseiller régional. Je salue, alors qui n'ont pas été de ma liste, mais quand même, qui sont importants, deux conseillers municipaux, l'un qui s'appelle Monsieur Aral, où est-ce qu'il est, Aral? Alors lui, il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire, hein, de la galerie Ferrero jusqu'ici, 30 mètres et il y a le trottoir. Non pas que, non, j'ai rien voulu sous-entendre, hein, non. Et puis Monsieur Van der Broek, qui est là-bas, assis, qui sont les conseillers municipaux. Je salue également Monsieur Benoît Candel, mon colonel, mes respects. Il est le représentant du Centre national des indépendants et paysans, avec Monsieur Bettati, qui m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il ne pourrait pas venir, mais il m'a envoyé pour le représenter, et nonobstant mon épouse qui est là, je préfère que ce soit elle plutôt que lui, son épouse, Maître Alexandra Masson. Et j'y viens, on me le souffle à l'oreille, mais je ne l'avais pas oublié. Est venu avec son épouse, d'ailleurs, Gilbert Marie. Alors, ne pas confondre, hein. Mon beau-frère, c'est Marie avec un I, et lui, c'est Marie avec un Y, parce que les pieds noirs ne peuvent pas faire des choses comme tout le monde. Et qui a été maire de Breuil-sur-Roya, et conseiller général du canton de Breil. Je retrouve avec beaucoup de plaisir Pierre Gerbal, qui a été de la première bataille, de la première liste en 95 avec nous. Je retrouve le pasteur Claudel. Alors le pasteur Claudel, comme qui son nom l'indique, puisqu'il est pasteur, est un protestant, et j'ai l'habitude de dire qu'il est un des rares protestants que les catholiques n'ont pas tué en leur temps. Il y a, hein, et ça me fait plaisir parce que le pasteur Claudel est un ami. Voilà. Je salue la présence de Jean-Claude Frappat, qui est le délégué régional de Debout la France. D'ailleurs, il est assis, et quand je dis Debout la France, hop, la France qui s'est levée. Je salue Madame Pampaloni, et je lui dis à Madame Pampaloni que je n'oublie jamais son mari, Lucien, et qu'il me manque, et qu'il nous manque à tous. Voilà. Dans les personnalités avec Pierre Gerbal qui ont été à mes côtés au début, Josiane Pastorel, qui a été et puis il y a, et je vous prie de le saluer avec beaucoup d'éclat, quelqu'un qui donne du fil à retordre au personnage qu'a évoqué en des mots un peu crus d'ailleurs, que je réprouve, mon collègue maître de Surville, c'est le professeur Gilly. Celui qui ne cesse de prétendre qu'il n'y aurait jamais dû avoir un tracé souterrain ce qui nous aurait fait l'économie de quelques centaines de millions d'une part, et qui n'aurait pas provoqué des dangers sur tout le boulevard Victor Hugo, ma chère Josiane, et même un petit peu plus loin en amont et en aval. Voilà, je pense que j'ai... et Jean-Luc Passeron,
Jean-Luc Passeron, à qui je dois la première... Alors Jean-Luc Passeron est avec une équipe de Fadabrac qui ont cru en moi il y a longtemps de cela, il y a 40 ans. Ils ont vieilli. Je suis obligé de le reconnaître, moi qui n'ai pas changé d'un poil depuis 50 ans, c'est du moins ce qu'ils me disent. Même si ma femme trouve... Alors ma femme, elle trouve quand elle est pas en colère que j'ai un ventre qui évoque une femme enceinte de 4 mois. Et quand elle est en colère, elle me dit c'est du 6 mois ou du 8 mois. Alors je pense qu'elle exagère un peu quand même. Hein. Je voudrais saluer également M. Salem Tarek, qui n'est pas là, mais qui est le propriétaire de la canne à sucre et qui a délégué ses pouvoirs à Olga, qui est quelque part dans le fond de la salle, et que je remercie. Et Olga, vous transmettrez mes amitiés à M. Tarek. Je voudrais remercier aussi, d'abord et avant tout, Chantal Agnelli. Ouais. Alors, Chantal Agnelli, elle s'est essayée à la politique, elle s'est présentée à la députation, comme d'ailleurs Calvi Fiori qui est là. Avec des résultats différents les uns que les autres, mais ceux qui ont été élus savent comme moi qu'ils méritent les applaudissements. Merci Chantal, un souvenir à Jo Papo-Anastasia qui n'est pas là et qui a organisé tellement de Beaujolais nouveaux. Et je sais que tu avais ça, tu as convié avec les épouvesses Martine, qui encaisse le pognon et qui ne le rend pas. Son mari, Florent, qui subit tout ça sans rien dire, bien que je lui ai dit que j'étais avocat et que le jour où il en aurait marre, je serais là pour le défendre, bien sûr. Mais je lui ai dit ça des années et il reste. On se demande pourquoi. Et on se demande pourquoi, hein, voilà. Pour les sous qu'elle lui ramène à la maison après vous l'avoir piqué, bien sûr. Et puis, il y a Patrice Benoît, qui a fait du bon boulot aussi. Où est-ce qu'il est, Patrice? Là, il est là. Et il a revêtu, monsieur le pasteur, la chasuble pour célébrer l'office. Veux-tu te tourner pour montrer au pasteur Claudel ce qu'il y a écrit derrière? C'est une relique d'une élection municipale qui n'a pas été la plus glorieuse. Hein? Voilà. Voilà. C'était du temps où on y croyait d'ailleurs, hein, mais ce temps est bien révolu maintenant. Alors, j'ai dû oublier du monde. Des truquis. Jean-Luc Passeron vieillit un petit peu. Hein. Il n'est pas comme Raymond Cloarec qui vieillit aussi, mais ça ne se voit pas. Tandis que chez notre ami Jean-Luc... mais où est le clébard? Ah, d'accord, on va le manger après en apéritif, d'accord. C'est bien. Qui? Ah, il apparaît-il quelqu'un qui nous filme, alors je remets mes lunettes. Attends, je remets mes lunettes, je rentre mon ventre, je ferme ma veste pour bien montrer qu'il est rentré et tu peux prendre en photo, voilà. Hein. Diaconesco aussi, d'ailleurs, qui est du même parti que Frappa, et qui représente Cardelan, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Voilà. Alors, j'ai peut-être oublié du monde et que celles et ceux que j'ai oubliés me le pardonnent. Le Beaujolais du vin nouveau, le Beaujolais nouveau, pourquoi? Ben parce que c'était l'occasion d'abord de fêter une des productions françaises après les vins de Bordeaux, après les vins de Bourgogne, après les vins de Belley, quand même quelque chose d'important qui est lié à notre pays, auquel, vous le savez, je suis viscéralement attaché, comme chacune et chacun d'entre vous d'ailleurs. Et c'est un moyen de se rencontrer. De se rencontrer et non pas de parler ensemble, mais je parle pour vous. Et je le dis sous le couvert de mon épouse, qui très sagement m'écoute, et de mon fils Alain,
qui est avocat et qui a repris le flambeau, qui est mon cher confrère, le même et ma chère consoeur qui est cachée là-bas, qui est une lourde tâche que nous assumons depuis longtemps, et il était normal que je passe le relais. Et entre amis, on peut faire un bilan rapide. Et je sais, mon colonel, mon cher maître, notaire, mais pas avocat, les unes, les uns et les autres, que vous partagez mon sentiment. La France est en péril. Elle est en péril sous différents coups de boutoir qui viennent comme la mer, qui monte et qui arrache un petit peu de sable, de cailloux et de grève tous les jours maintenant, depuis que le climat a changé. Ces coups de boutoir qui sont une atteinte à la souveraineté nationale et à la nation française que nous avons défendue toutes et tous à certains moments, sur les champs de bataille parfois, et dans la vie de tous les jours pour certaines et certains d'entre nous. Excusez-moi, Madame le juge. Là. Madame le juge, là. Je vous prie de ne pas interrompre le conférencier. Non, l'Académie française vient de céder. Quand vous m'interrompiez dans le cabinet des juges d'instruction, quand je vous parlais de la remise en liberté de mon client, mais maintenant vous avez épuisé votre temps d'opprobre. Terminé. Madame le juge. Et on va y venir, bougez pas. Et puis enfin, notre langue française. Alors là, quelle pitié. La langue française. La langue qui a été la langue internationale, dans laquelle se sont conclus la plupart des traités pendant plusieurs siècles. Tiens, je vois qu'il a été sur ma liste Sylviane Borgna, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, et qui est aussi une de nos consoeurs. J'ai oublié quelqu'un d'autre, m'a dit Michel Zelinski. Ah oui, j'ai oublié Marc Rocca. Mais Marc Rocca, à un moment, nous a quittés pour aller faire sa vie à Villefranche-sur-Mer. Alors qu'il reste à Villefranche-sur-Mer, mon Dieu. Voilà. Non. Rocca, Marc est un type épatant, un de nos amis. Pardonne-moi de ne pas t'avoir signalé tout à l'heure, mon cher Marc. Merci Michel Zelinski. Alors la langue française, j'ai noté comme cela au passage le burn-out, le hashtag, le feedback, le homejacking, le fake news, le brainstorming, et j'ai entendu avant-hier M. Boulot à la télévision parler du French bashing. Alors là, French bashing, je me suis tourné vers ma femme, je lui ai dit c'est quoi le French bashing? Et elle m'a dit je sais pas. Alors elle est allée chercher sur un dictionnaire, et c'est avoir honte de quelque chose. Alors maintenant, entre le burn-out, le hashtag, le feedback, le homejacking et le French bashing, on est en train de crever notre propre langage, notre propre langue française, celle illustrée par Molière, Corneille, Racine, Victor Hugo, le superbe Baudelaire, le prince des poètes, etc., etc., et de tuer notre langue. En plus de cela, coup de boutoir de l'intrusion du genre. Alors maintenant, l'éducation nationale dit qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il y a un genre commun qui fait que, sauf que maintenant, on assiste à une profusion de transgenres, c'est-à-dire de petites filles qui ne veulent pas être des filles mais veulent être des garçons, et d'autres des garçons qui ne veulent pas être des hommes mais qui veulent être des femmes. Alors on les opère, paraît-il, et ça donne comme cela, au choix, un garçon de café et une fille de coiffeur. Bon. Et enfin, les relations entre hommes et femmes. Ouh là là. Excusez-moi du peu maintenant. J'ai décidé de ne plus être galant avec les femmes.
Parce que Sophie Marceau a dit que la... Sophie Marceau... Si, avec les autres, je l'ai été. Ils sont là pour en témoigner. Sophie Marceau a dit que la galanterie était le début de la goujaterie. Attendez, on en arrive à des choses affolantes. Alors, les relations hommes-femmes maintenant, à cause du harcèlement sexuel que je n'ai jamais, auquel je ne me suis jamais livré, sauf une fois à l'égard de ma femme, mais ça ne m'a pas réussi puisque elle a réussi à me mettre la bague au doigt, hein. Bon, d'accord. Et maintenant, il y a une incidence. C'est l'écriture inclusive. Alors ça, c'est une merveille. Alors moi, je ne suis pas toujours aussi savant que je voudrais l'être. Alors inclusive, je me suis précipité sur le dictionnaire. Le Larousse dit qui contient en soi quelque chose d'autre. Ah bon? Mais j'ai dans ma bibliothèque tous les littrés. Le littré, c'est plus fin. Alors le littré dit qui englobe quelqu'un ou quelque chose dans un ensemble défini. Mais il y a dans le littré inclusive. Et inclusive, c'est l'action d'admettre dans le sein du conclave un cardinal qui est arrivé un petit peu trop en retard. La langue française est merveilleuse. Les femmes nous permettent de nous remettre dans l'état. Nous sommes tous des cardinaux, pas des cardinaux paf, monsieur Zelensky, je vous vois venir, hein, pas du tout. Hein. Les bérets rouges, il faut s'en méfier. Tu es à côté d'un sergent de béret vert et il comprendra ce que je veux dire. Hein. Bon. Puis enfin, coup de boutoir, le limogeage du général commandant en chef toutes les armées par le chef de l'État, ahurissant. Ah oui. Tout ceci devant le parterre des autres officiers généraux et des observateurs et des représentants des autres armées d'autres pays. Enfin, on est en pleine folie, ce Macron, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher. Et comme on a une société ahurissante, eh bien, on a un président de la République ahuri. Voilà. Mon colonel Candel, je sais que vous êtes colonel de la gendarmerie nationale. Ce que vous ne savez pas, mais je crois vous l'avoir dit, que mon grand-père était aussi gendarme, mais pas comme vous, il était maréchal des logis, brigadier chef à cheval, et pour lui ça avait une grosse importance. Et maintenant on découvre dans le journal, à l'occasion d'un petit entrefilet, que 45 policiers et 16 gendarmes se seraient suicidés depuis le début de l'année. Alors on est effrayés, mais non, on nous rassure, parce qu'en 2014, il y avait eu 55 policiers et 30 gendarmes qui s'étaient suicidés. Mais attendez, mon père, non pardon, monsieur le pasteur, le suicide, nous sommes de ceux qui ne l'approuvons pas, mais pour qu'on en arrive là, il faut que ces hommes ou ces femmes soient vraiment au bout de leur souffrance. Alors, souffrances qui sont dues à quoi? Mais qui sont dues à l'excès de travail, à l'excès de coups, à l'excès de violence et au mépris qu'ils reçoivent de la foule qu'ils doivent protéger. Quelque part, il y a encore là un dysfonctionnement de la société. 213 en région PACA, 213 maîtres. Je vais vous dire à votre épouse que ce que je livre peut être intéressant. Elle fera le tri après, mais après l'avoir entendu, bien sûr. 213 agressions de sapeurs-pompiers en région PACA. Non mais attends, les sapeurs-pompiers qui viennent pour un accident, qui viennent pour un incendie, on les caillasse, on leur lance des cocktails Molotov, on les injurie, et on se bat avec eux, et on les frappe. Mais quelle société avons-nous?
qu'est-ce que nous avons fait depuis des années, qu'est-ce qu'ont fait les hommes politiques que l'on a désignés, que l'on a élus, et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le tout maintenant sous la menace islamique dont personne ne veut parler. On en parle de temps à autre, l'État islamique, mais lointain, mais la menace islamique, elle est chez nous. Elle est dans nos banlieues, elle est dans nos villes, elle est ici à l'Ariane, elle est ici au Moulin, elle est ici rue Trachel, elle est partout maintenant, et l'on voit petit à petit succéder aux citoyens français normal, eh bien, des femmes qui sont voilées, c'est encore le minimum, parce que certaines portent la burqa, on mange halal ou on ne mange pas, il y a même à Clichy des prières de rue, à Toulon également. Bref, nous sommes là aussi, et l'on voit de manière ahurissante le chef des terroristes, je pense à Salam Abdeslam, que l'on entretient dans une prison, dans un quartier spécial. On lui a aménagé 2 cellules pour qu'il puisse être bien, et qui se refuse à dire quoi que ce soit et à parler à ces magistrats instructeurs quand ils veulent l'interroger. Ben, je vais vous dire, moi, hein, Salah Abdeslam, 12 balles dans la peau. Hein. Et voilà, et puis, aucun problème. Alors, et c'est pourquoi vous êtes réunis. Qu'est-ce que nous devons faire? Bonne question. Aller, pardonne-moi, monsieur le pasteur, aller à Dieu et lui gémir. Rappelez-vous, le prince des poètes, gémir, pleurer, prier est également lâche, mais également ta noble et lourde tâche dans la voie où le ciel a voulu t'appeler, et après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Ça, c'était Alfred de Vigny. Vous l'avez reconnu. Eh bien non, parce que Dieu doit être lassé de ces femmes et de ces hommes qui sont les autodestructeurs et qui viennent se plaindre de ne pas avoir eu l'intelligence de choisir les bons moyens de s'organiser en société. Dieu n'est pas là pour nous permettre de nous organiser en société. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La révolution? Eh bien moi je viens vous proposer quelque chose. Et les anciens qui me suivent depuis longtemps se rappelleront sans doute que je l'ai dit dans toutes mes campagnes électorales. La France est un pays comme d'autres d'ailleurs, qui a la chance de pouvoir décider librement de son destin tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 6 ans, en exerçant son droit de vote, le vote républicain. Eh bien voilà, c'est à nous de nous autogérer, c'est à nous de décider ce que l'on doit faire. Et nous sommes actuellement en novembre 2017, et je peux vous dire d'ores et déjà qu'en 2019, il y aura les premières élections européennes, après lesquelles viendront des élections régionales, puis des élections territoriales, c'est-à-dire départementales, et après des élections municipales. Alors nous y voilà, on aura citoyennes et citoyens, et je parle inclusivement, hein, citoyennes et citoyens. Nous aurons un moyen de décider si on rempile avec les mêmes, et pour la ville de Nice, le même maire et le même conseil municipal, ou bien est-ce que l'on considérera que, comme Perra d'ailleurs, ayant fait 2 mandats, ça suffit, il faut passer à quelqu'un d'autre. Et nous aurons à ce moment-là à choisir une femme ou un homme qui portera la défense de nos valeurs, qui sublimera nos espérances
et à qui nous confierons la gestion de la ville de Nice pour de nouveaux 6 heures. Je le rappelle au passage, tiens, voilà du boudin. Et nous avons décidé d'être dans la campagne électorale. Nous allons nous mêler de la campagne électorale des municipales. L'on m'a chargé de prendre déjà des contacts pour des rassemblements, des regroupements. Je vous indique que j'ai déjà eu un rendez-vous avec le chef du Parti de la France qui m'a dit être totalement d'accord, Jean-Claude Frappat d'Inconesco, totalement d'accord avec nous. Il se pliera à la règle. Il avait l'idée de vouloir faire peut-être une liste du Parti de la France, et je lui ai dit oui, bah, effectivement ça pèsera 0,50 ou 0,60 et ce ne sera même pas remboursé tes frais de campagne. Il a compris la chose et il me dit bon bah d'accord pour le regroupement. Alors je vais poursuivre mon travail. Je rencontrerai les gens de Debout de la France. J'ai vu que M. Dupont-Aignan avait créé la France mystérieuse, la France audacieuse. Les amoureux de la France. Les amoureux de la France, dans la France audacieuse, c'est quelqu'un d'autre. Ah ben ça, c'est celui dont parlait tout à l'heure, le maître de Surville. Et cette France qu'il fait avec le Parti démocrate, social-démocrate de M. Poisson, est quelque chose qui montre qu'il y a des hommes politiques qui ont pensé pouvoir peut-être se réunir. Et là, je me tourne vers M. Candel et Mme Bettati pour dire que je serai prêt à rencontrer le représentant du CNIP en rappelant à cette jeune femme et ce jeune homme que ma première appartenance politique a été le CNIP de M. Antoine Pinet, qui était sur le plan de Nice représenté par le docteur Maurice Donat, et nous avions à l'époque à nous battre contre un homme politiquement extrêmement redoutable qui était Jean Médecin, puis Jacques Médecin, et nous avions imposé le CNIP. Donc je suis un ancien, je rencontrerai très volontiers, comme je l'ai fait pour Debout la France, comme je le ferai pour le Parti de la France, Dupont-Aignan, je rencontrerai volontiers, et c'est une offre que je fais devant tout le monde, scellée dès lors par le pacte public, pour discuter de ce regroupement. Est-ce que nous irons jusqu'au Front National? Là, il y a un bon tiers d'entre vous, comme moi, qui ont milité au Front National. Je voudrais quand même rappeler quelque chose. Quelle est à l'origine la volonté de ceux qui ont créé le Front National? Nous étions une majorité d'anciens officiers ou sous-officiers ayant fait la guerre d'Indochine ou participé à tout ou partie de la guerre d'Indochine ou de la guerre d'Algérie. C'était le cas de Jean-Marie Le Pen, c'était le cas de Pierre Sergent, c'était le cas de Roger Hollande, c'était le cas de Revaux, c'était le cas de Perra, c'était le cas d'autres, etc. Et nous avions fait le Front National pour dire « plus jamais ça ». 7 ans de guerre en Indochine pour la perdre, et 5 ans de guerre d'Algérie pour la gagner, et pour céder le pays à ceux que l'on avait combattus et vaincus. Plus jamais ça. Et voilà pourquoi on a fait le Front National. Est-ce que c'est ignoble? Est-ce que ça mérite que la Société Générale ne veuille pas prendre la trésorerie du Front National? C'est absolument ahurissant. Je ne renie rien, même si je n'ai pas été d'accord avec beaucoup de décisions prises par Jean-Marie Le Pen ou par Marine Le Pen, mais sur le fond, la défense de la France, de la nation française, de la souveraineté française, de la langue française,
et de la survie de notre pays comme nous avons vécu ensemble, j'assiste, comme vous. J'ai écouté certains maires à l'occasion du congrès des maires à Paris, certains maires de petits villages, de petites villes, qui nous racontent comment ils sont en train de mourir parce que le village s'est vidé, parce que l'école a été fermée, parce que la trésorerie a été fermée, parce que les grandes surfaces ont tué le petit commerce du centre-ville. Et au moment où je vous dis tout ça, rentre en retard, bien entendu, monsieur l'ancien préfet de Bastia ou d'Ajaccio, Jacques de Rocasser, et je décide en votre nom de lui demander de faire 20 ponts pour le retard qu'il assume, etc. Peut-être que inclusivement, il faut accepter le cardinal qui est arrivé en retard dans le conclave, mais nous, Jacques, l'heure, c'est l'heure, et voilà. Alors, j'ai des excuses. 20 ponts. Et la dernière, bien sûr, Cloarec sera vive le moniteur. Vive le moniteur. Bien sûr, comme chez vous, dans les termes. Voilà, alors ce que je viens vous dire, et je termine là, et nous allons après boire le vin nouveau du Beaujolais nouveau, c'est que il n'y a pas de péril sur un territoire ou pour une population qu'en démocratie on ne puisse contrarier si on veut bien le faire, si on veut bien prendre à corps son devoir de citoyenne et de citoyen, et je suis inclusif en le disant, de réfléchir, de penser à son vote, d'essayer de convaincre autour de soi pour former ce qu'on a en aviation, Monique et Jean-Claude on appelle un package, afin de pouvoir aller à l'élection et installer là, au conseil régional, au conseil départemental et surtout dans notre ville, les femmes et les hommes que l'on veut pour faire la politique que l'on veut, les investissements et les travaux que l'on veut et que l'on peut faire compte tenu du budget municipal qui se gère comme le budget familial en bon père de famille. Et je n'ai pas vu de papa ou de maman qui mettent de l'argent dans la poche pour se payer sans l'avis de son conjoint, en tout cas c'est comme ça chez moi, des biens de luxe pour soi-même, alors que je crois pouvoir dire, et c'est un euphémisme que de le dire de la manière dont je le dis, alors que nous savons quelque part que dans la ville de Nice, les fonds publics sont pillés par des femmes et des hommes. Quand j'ai appris, il y a quelques heures seulement, qu'un conseiller général, Gilbert, qui était devenu directeur général des services de la ville de Nice, touchait un salaire de 17 000 € par mois. Où on est là? On est en pleine folie. Et que deux couples au cabinet du maire, mariés, touchaient chacun de leur côté 8 000 € par mois. Alors, à ce tarif-là, je me demande combien Benoît Candel a gagné comme premier adjoint de la ville. Il faut qu'il rende une partie de ce qu'il a gagné. Et je me demande, comme Hervé de Surville, combien le maire se met dans les fouilles. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que nous nous emmêlions, il est temps que nous nous engagions, il est temps que nous nous rassemblions et que nous chassions le veau d'or qui est installé à la tête du conseil municipal. Voilà. Il s'est pu et toujours criera, et la gloire tournera, viva, viva, Nice la bella.
La chanson des Saladières qu'on chantait chez Betati. La chanson qu'on chantait chez Betati. Quand toutes les affaires ne marchent pas, ces gens-là, les travailleurs n'ont rien à faire. Écoutez. Et les chômeurs en font autant. Les riches ont tous mauvaise mine. Et les fauchés n'en peuvent plus. Demain ce sera la famine. À bon soir, on ne s'en fait pas un peu plus mal. Car nous avons la pizza, la diera, le papagna et la soca. Et pour changer cet ordinaire, oui, nous avons de fameux plats, la tourte des blés à la poutine, les raviolis, etc. Et chantons la pizza, la diera, le papagna et puis la soca. Et chantons la pizza, la diera. C'est le régal de l'estomac niçois. Ah, il reste le dernier couplet. Ah non, attends. Vous n'aurez pas les alternatives. Et pour toujours, nous resterons niçois. Nous mangerons dans la poutine des raviolis, des blés et des enfants. À la soca, les gnocchis, la ratatouille et les farcis, blanc de blé, rouge et rosé, poutine et poisson frais. La gomme et les merdes des camps, les salsites et les tillants, l'huile d'olive, etc. Vous n'aurez pas malade, vous n'aurez pas les Alpes-Maritimes. Et nous resterons niçois. Nous mangerons toujours dans la poutine des raviolis et des enfants. Attendez, écoutez. Quand Jacques passait une délibération que tout le monde applaudissait, avec Genèse du Carme, on chantait ça, nous. Et quand tout le monde criait vive Perra, moi je criais vive Barreu, vive Barreu. Vive Barreu. Et nous crier vive le mot sapiens.